Bienvenue à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Data Watch. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, ça va faire 2 mois. Bonjour Axel, Ouais, salut Bertrand. je suis content de te retrouver. Ça me manquait d'enregistrer le podcast. Bah ouais, avec les aléas de la vie, de la paternité. Donc sous-entendu, j'ai un enfant qui est arrivé. Donc j'étais concentré sur son accueil. Donc, pour rappel, Data Watch, c'est un podcast qui parle de data. On se focus beaucoup avec Axel sur la data engineering, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'IA ou d'autres choses autour de la data. Là, on a décidé avec Axel de changer un petit peu le format. D'habitude, on parlait de 5 articles et on les détaillait avec Axel. Là, ce qu'on veut faire, c'est aborder dans une première partie un peu plus de news, globalement autour de la data. Puis parler peut-être à la fin, enfin on va en parler en tout cas de un article, voire deux, selon le temps que ça va prendre, où on va détailler davantage. Et si jamais on a le temps aussi, dans certains épisodes, de parler et de montrer aussi des astuces en data. Du coup, on démarre sur la partie news, Axel. Ouais, donc on a pris 4 news pour cette semaine, Mhm. qu'on a estimé les plus pertinentes, les plus importantes pour le domaine de la data en général. Donc il y a Tobico et DBT qui ont racheté chacun des moteurs de compilation et de build pour leur outil. Mhm. Donc, il faut savoir que Tobico développe SQL Mesh, qui est un concurrent direct de DBT. Mhm. Euh, et du coup, le DBT a racheté SDF, qui est ouais, je dirais une entreprise spécialisés sur ce domaine précis de leur outil. Mhm. En fait, ça va leur permettre de gagner beaucoup de temps sur le temps de compilation des DBT Run, DBT Build. Donc, Ça va faire du bien. ouais, exactement. Je sais pas si tu veux juste expliquer en 2 mots ce que c'est. Les DBT Run et Build. Ouais. En fait, quand on lance ces commandes-là, ça permet. En fait, quand on écrit un projet DBT, on écrit du code SQL variabilisé, donc avec du Jinja. Et pour avoir le résultat final, donc la requête finale, avec les bons noms de table, bons noms de champ, mais plus avec des variables, on va compiler en fait le projet DBT. Après, avec la compilation, on peut dire je veux compiler que cette pipeline-là, enfin que ce job-là, que cette partie-là, ou qu'une certaine pipeline. On peut être assez précis. Et donc, au moment où on va faire le run ou le build, ça va tout remplacer. Et ça va générer des modèles, en fait. Ça va je sais plus comment ça s'appelle. Si, des modèles. Je crois que c'est un répertoire qui s'appelle Target. Bref. Et en gros, ça va compiler tout ce qu'on a écrit jusque maintenant. Voilà. Ça va donner le langage final, Mhm. le code final, pardon, qui va être exécuté par le runtime. C'est ça. Enfin, surtout le build. Et Et le run, ça l'exécute, en fait. Ouais. ouais. Et alors pour parler juste 30 secondes d'SDF, donc du coup c'est une petite entreprise qui a été fondée par des anciens de Meta et de Microsoft. Ils se disent hardcore engineer. Donc c'est vraiment des gens qui vont être spécialisés dans la perf, Ouais. la performance avancée des outils. Leur outil est écrit en Rust, donc un langage qui est vraiment en poupe depuis pas mal d'années. Je pense que ça fait 5-6 ans qu'il est dans les top langages préférés des développeurs. Mhm. Ouais, j'en entends parler depuis 3 à 4 ans, un truc comme ça. Ouais. Ouais. En data, en tout cas. Et c'est un langage qui se complémente très très bien à Python, parce qu'on peut appeler du code Rust, compilé du coup, c'est pas un langage interprété, mais un langage compilé en binaire qui est exécuté directement, Mhm. depuis son code Python. Est-ce que ça c'est une vraie question, hein, je suis pas sûr de la réponse. Est-ce que c'est de la même manière que les bibliothèques Python qui sont écrites en C et qui sont appelées pour être utilisées? C'est la Ouais, même manière ou c'est ouais, ok, ouais, ouais, exactement. ok. Tu parlais de C Python.
Non, là, c'est plus pour compiler. C'est Python. Je parlais, par exemple, de bibliothèques, lesquelles sont écrites en C. NumPy, par exemple. Derrière, c'est des bibliothèques écrites en C pour manipuler de la donnée, des tableaux, etc. Et en gros, tu utilises la puissance de C derrière Ouais. pour... Mais je crois que c'est via CPython, tu vois. Si Python, c'est pas pour compiler? C'est pas pour compiler des blocs de code Python? Moi, c'est ce que j'avais en tête. Après, peut-être que c'est autre chose. Compiler du Python? Ah ouais? Ouais, tu peux faire ça. Ok. Je pensais que c'était pour appeler le code C dans un package Python. Non, peut-être que je me trompe. À Je vais voir tout de revoir, ouais. suite. Mais en tout cas, là, avec je sais pas comment on dit en français, mais les crates Rust, mhm, en fait, c'est le même système en Rust. Sauf qu'au lieu des packages, c'est des crates, donc des caissettes, je sais pas. mhm. Et tu peux appeler du coup ces crates via Python. Ok. Bon, t'avais raison pour C Python. Ok, Ce qui permet d'utiliser le C. ça C'est marche. ça. Et donc, il va y avoir un compilateur plus intelligent, la Mhm. vitesse de Rust, la sûreté de Rust aussi, parce qu'il a ah, j'ai perdu le nom, ce qui parse ton code pour le vérifier. Un Euh, parseur? ouais, je sais plus le terme, j'ai oublié. Euh, très sévère. Tu vois, il dit ça en anglais. Ok. Euh, donc, ça te permet d'avoir un code très robuste. Mhm. Et quand la grosse plus-value aussi, c'est que SDF ajoute des métadonnées et du data lineage dans quoi, nativement à DBT. Ok. Ce qui leur manquait quand même, et c'est ce qui était un peu décrié dans la communauté. Mhm. Donc l'avis personnel un peu, c'est que DBT Labs, donc l'entreprise derrière DBT, devrait conserver ses fonctionnalités avancées Mhm. pour l'offre cloud, parce que c'est l'offre payante du coup, DBT Cloud. Ouais. Mais en maintenant une ligne claire entre les versions gratuites et payantes. Je sais pas toi qui a utilisé et qui utilise DBT, pour l'avenir du produit, qu'est-ce qui va être dans la version core, donc gratuite, et qu'est-ce qui va être dans la version cloud payante. Je trouve qu'ils sont pas clairs là-dessus et c'est pas très rassurant d'un point de vue utilisateur. Mhm. Bah, Donc à voir. moi, ce que j'utilise, c'est la version open source et gratuite. Ouais. J'ai pas DBT utilisé Core. la... Ouais, c'est ça. J'ai pas utilisé la version cloud. Évidemment, je préfère que toutes les fonctionnalités soient dispo gratuitement et en open source. Ouais. Après, c'est toujours une grosse question quand une entreprise travaille sur un projet open source, comment est-ce qu'il peut réussir à rentabiliser ses investissements, ses développements? Ouais. J'ai pas Mais l'argent. j'ai pas vu de la part de DBT, quoi, de la communication, dans ce qu'ils rachètent d'SDF, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans DBT Core, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans DBT Cloud, Ah oui. par exemple. Mm. Tu vois. Donc, moi, en ce moment, qui m'interroge sur quel outil je veux utiliser, Mhm. je suis un peu dans l'expectative, tu vois. Alors que la communication côté Tobico, qui fait SQL Mesh, elle est claire. Mhm. C'est qu'on vous donne les metadata, quoi, le catalogue et le data lineage dans la version gratuite. Mhm. Ils ont même une UI, une user interface, que n'a Ah, pas DBT. après, Bon, en tout cas. je pense et j'espère que la partie parseur de SQL en Rust, donc tout ce qui est build en tout cas, Hmm. j'imagine que ça va être intégré. Parce que ça, en gros, sinon ils devront activer un certain parseur dans la version gratuite ou un autre parseur dans une autre version. Je pense que ça va être un peu chiant.
Donc Ouais. j'imagine que ça peut être intégré. Ah, j'imagine aussi. Parce que je pense que ça va faciliter tout le monde, Mhm. clairement. Et que c'est pas quelque chose pas un game changer non plus en termes de feature, quoi. C'est pas Mhm. du data lineage, column lineage. C'est pas une UI, c'est pas forcément une feature fancy, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, mais à voir. Je crois qu'ils cherchent encore un peu sur les features. Ok. Ah, ils essaient d'équilibrer entre ce qui est gratuit et ce qui est en cloud. Ouais, je Ouais. pense qu'ils sont en train de manier leur offre Mhm. pour que ce soit pour que ce soit assez attirant pour DBT Core, Ouais. pour que les gens utilisent leurs produits gratuitement et qu'ils aient envie de passer en premium, donc Ouais. en DBT Cloud. Il faut la bonne formule, quoi. Ouais, Faut clairement. pas trop en donner, mais faut pas non plus être trop radin. Ah, puis surtout, comme Sinon, c'est open source, deuxième ça veut dire que news. la communauté participe aussi. Donc le fait Ouais, de parce que privatiser le travail de la communauté, c'est bof. ouais, oui, effectivement. Parce qu'on rappelle que c'est quand même open source. Mhm. Sinon, deuxième news, toutes les actions américaines liées de près ou de loin à Mhm. l'IA ont bondi Ouais. avec quoi? Je vais nuancer avec le, le, le sujet DeepSeek, Mhm. mais le 31 janvier, en fait, l'article dit que toutes les actions avec le plan de 500 milliards de Trump sur l'IA, il y a une co-entreprise qui s'appelle Stargate, en fait, qui concerne du coup plein d'entreprises comme Oracle, Microsoft, Nvidia. En fait, toutes ces entreprises-là ont bondi. Oracle, par exemple, 9% en bourse. Ouais. Il y a déjà 100 milliards qui ont été exposés sur un total de 500 milliards pour Mhm. l'IA. Donc, non, Ah, c'est c'est pas une énorme. entreprise, c'est une initiative Stargate. Et, et du coup, Et ça, c'est quoi? C'est une co-entreprise? Ça veut dire qu'il y a plusieurs entreprises qui se rassemblent autour d'un projet? en Je sais pas ce fait, que ouais, c'est. comme chacun a ses savoir-faire, Ouais. donc par exemple Nvidia a les puces, Mhm. t'as ARM aussi, Microsoft, qui Mhm. a, je pense, les ingénieurs et Ouais, le logiciel. le cloud, Mhm. quoi, toute l'infra. Et puis Oracle, la Ouais, partie si, c'est une database. co-entreprise baptisée Stargate qui Ouais. réunit les géants de la technologie. Ouais, il y a OpenAI aussi, forcément, pour tout le côté LLM. Mhm. Ouais, donc Microsoft et Oracle pour l'infra, en fait. L'infra physique et le savoir-faire des machines virtuelles. Ouais, 500 milliards, c'est un gros investissement dans l'IA. Mais je voyais aussi, par rapport à cet article, qu'en plus de faire un gros investissement, Mm. il y a aussi Trump qui veut alléger la régulation sur l'IA pour permettre de faire plus de choses avec l'IA. Donc Ouais, il ouvre les vannes en fait. ouais, bah clairement, lui, bon, il est dans une logique très libertarienne, hein. Mhm. Donc, avec le moins de régulation possible. Et bon, je pense que c'est assez évident, mais il a un cercle d'entrepreneurs milliardaires de l'industrie et de la tech qui comptent sur lui aussi. Ouais. Donc, faut faciliter le business, sachant que il y a aussi des fortes pressions de l'Orient, quoi, de la Chine, de la Corée, Mhm. de Taïwan. Euh, donc, eux, ils essayent de peser aussi dans cette poussée du reste du monde. Ouais. Donc, voilà, ils investissent et ils baissent la régulation, forcément. Et après, bon, il y a l'Europe qui est Qui au régulait? milieu de tout ça. Hmm.
L'Europe est régulée. qui régule, ouais. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour les États-Unis d'Amérique. Parce que derrière les 500 milliards, c'est pas juste 500 milliards pour faire tourner des algos, c'est aussi pour embaucher des personnes, pour embaucher des ingénieurs, pour développer le marché de l'emploi sur ces secteurs d'activité-là. Donc ça va être super À court intéressant. terme, ouais. À court terme, c'est sûr. Mm. Après, effectivement, on ne sait pas exactement les retombées de l'IA. Qu'est-ce que ça va créer? Bah, Est-ce que ça... je pense que Ouais. c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent en tout cas favoriser les usages, les cas d'usage qu'on ne connaît Mm. peut-être pas encore Et autour de lui. ça va peut-être autonomiser aussi une certaine partie du métier de développeur. Et à long terme, écrémer en fait la population tu vois, du domaine de l'activité IT. Mhm. À voir, c'est intéressant de voir, faut pas paniquer je pense, mais ça va être intéressant de voir ce que ça fait sur le marché de l'emploi, sur les usages, sur la transformation du monde de l'IT. Mhm, bien sûr. Du coup, encore une news sur des milliards de dollars. C'est Databricks qui annonce un nouveau financement de Ouais. 15 milliards de dollars. Donc Databricks, c'est le grand concurrent de Snowflake, Mhm. qui sont en fait des environnements optimisés de traitement de données, Ouais. des gros data warehouse avec des environnements optimisés pour le développement l'accélération de la vélocité des équipes. Mhm. C'est quoi, moi, tous les retours que j'ai eus, autant côté Snowflake, avec pas mal d'entreprises, notamment dans les Hauts-de-France, qui peuvent l'utiliser, Mhm. comme Kiloutou ou Rocket. J'ai de très bons retours sur cet outil. J'ai aussi des retours sur des gens qui utilisent Databricks. C'est un peu plus technique. C'est pas exactement le même paradigme. On va pas rentrer Mhm. dans le détail, mais c'est aussi un bel outil qui propose vraiment un environnement optimisé, mais avec plus de compétences, je dirais, avec plus de hard skills. Ok. Donc il y a Databricks qui prend 15 milliards. Snowflake aussi qui rachète Red Panda, donc qui sont toujours dans une logique d'expansion et Ouais. d'investissement. Voilà, ça continue de pousser fort sur ces environnements-là. Mhm. Et dernière news, alors Chibo, je connaissais pas. Ouais, j'ai regardé, c'est une entreprise c'est un détaillant de café et de produits dérivés de café, de ce que j'ai vu. Ouais, qui annonce du coup une augmentation de à peu près 10 fois le temps qu'ils ont pour créer les insights, donc Ouais. les analyses en fait de données, avec AlloyDB pour PostgreSQL du coup. Mhm. Euh, LOIDB, c'est ce qui permet de transformer Postgre en base, enfin l'utiliser comme une base analytique. ouais. Ouais. T'as fait des recherches un peu sur AlloyDB? Là, pour cet article-là, non, mais j'en avais déjà entendu parler. C'est le fait de Ouais, pouvoir mettre Postgre à l'échelle et l'utiliser en analytique, de ce que j'avais en tête. ouais, parce que j'avais il y a quelques mois j'avais regardé une un talk Mhm. du créateur de AlloyDB. Je vais essayer de D'accord. vous la retrouver. Bon, limite, on la mettra dans comment dire la description, Mhm. le lien. Ok. Et en fait, une manière de requêter, pas complètement différente, mais qui se démarque bien du SQL classique. Ok. Et ça optimise les queries les résultats pour obtenir les insights. Ouais. Donc voilà, on a fini avec les news. Bah ouais. Et donc là, un des articles principaux,
sur lesquels on va s'attarder un peu plus. Il y avait un article, j'ai pas noté son nom, de... tiens, j'ai pas noté. Pour la toolbox, Ouais. il n'y a pas de nom. Bah ouais, un article du site ssp.sh qui parle justement de la boîte à outils du data engineer. Là-dedans, en fait, il va lister de quoi a besoin un data engineer. Il va parler des outils, il va parler des systèmes d'exploitation, des environnements et des outils pour faire de l'optime. Quand il parle de la partie OS, donc système d'exploitation, il va parler évidemment de Linux. Ouais. Que ça, c'est un outil très important. Mais il rappelle quand même que même si tu es sur Mac ou Windows, tu peux utiliser, par exemple sur Windows, du WSL ou tu peux utiliser une VM sur un des deux. Moi, je dirais que sur Mac, c'est quand même assez proche de Linux. C'est pas une distribution Linux, mais globalement, c'est de l'Unix quand tu es en Ouais. mode terminal. Et si j'ai vraiment besoin de faire quelque chose sur un environnement Linux, en général, j'ai pas besoin d'une interface graphique, donc je passe par un Docker. D'ailleurs, j'en parlerai après. Je passe par un environnement Docker avec une distribution Debian ou Ubuntu, ça dépend le cas d'usage, et ça passe très bien. Donc je pense que au niveau du choix de l'OS, effectivement, on s'oriente sur l'Unix plutôt qu'un vrai système d'exploitation graphique, mais on peut être sur n'importe quel type de système d'exploitation pour moi. Ouais, et puis ce que je peux rajouter sur ça, c'est que dans Visual Studio Code, donc l'IDE un peu, je dirais, leader, que la plupart des devs utilisent, il y a Dev Container, et ça te permet de développer dans ton IDE directement sur, sur un environnement Docker. D'accord. Donc au final, même plus besoin forcément de se casser la tête. Vous mettez une image Linux Docker et vous développez quoi. Il faut lui donner un Dockerfile ou quelque chose comme ça, j'imagine? Non, même pas. Même pas? Même Ok. pas. Ok. Bon, Moi, j'ai après, pas testé. effectivement, pour up des environnements Docker, le Dockerfile, non, pardon, je pensais que tu me parlais du Docker Compose. Mais effectivement, le Dockerfile, il faut qu'il soit ISO avec le container sur lequel tu développes. Ok. Ouais, ça Et marche. les mêmes requirements, je sais pas comment on dit en prérequis. Ouais. Pour que ce soit, pour pas que tu dises après, ça marche sur ma machine. Ça marche pas chez le client, mais pourtant ça marche Ouais, c'est ça. sur ma machine. Je te livre mon PC alors. Et du coup, effectivement, l'auteur parle de Docker, qui est un des outils très importants en data engineering. Je confirme. Je confirme, même si je ne l'utilise pas tous les jours. Si je ne l'utilise pas dans ma mission tous les jours. Ouais. Mais souvent, les outils que j'utilise dans le cadre de ma mission, eux, ils vont utiliser des environnements Docker. Rien que par exemple la CI/CD que j'utilise avec GitLab, là il faut comprendre que au moment de la CI, là il va charger une image Docker derrière pour faire des tests, pour faire quelque chose. Ça aide à comprendre en fait le fonctionnement. Et même pour soi, si tu veux faire des devs, ça m'est déjà arrivé de faire un certain dev en Python, j'avais besoin de faire quelque chose de spécifique. J'ai monté une image Docker, j'ai fait quelque chose, c'était du one shot. Ou même pour des articles, des posts sur LinkedIn, quand je parle d'astuces en SQL, en général j'utilise une image Postgre via Docker et je vais brancher un dbeaver, donc qui permet de se connecter à des bases de données et d'exécuter des requêtes SQL. Et je me branche directement sur l'image Docker. Ouais, c'est plus simple, ça te permet de monter un environnement et une config simplement en fait. Et que ça super facilement. Ouais. t'ouvre et tu fermes facilement un environnement sans polluer ta machine physique. Exactement. Moi, j'aimerais bien aussi approfondir avec Kubernetes. J'ai déjà fait une formation il y a déjà quelques années sur Kubernetes qui permet en fait d'orchestrer tes images Docker et d'aider à la montée en charge. Ça, j'aimerais bien approfondir un petit peu. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, clairement. L'auteur, il parle aussi des fondamentaux de Linux avec des commandes comme du SSH, du grep, enfin des commandes Unix.
qu'il faut savoir. Ça, c'est Mm. clairement des bases. Après, SSH, je sais que ça sert à se connecter à des machines distantes. Je l'utilise, mais Mhm. je fais du copier-coller en général. Je n'ai pas retenu la syntaxe du tout du Ouais. SSH, mais Mm. effectivement, c'est utile, ça. Ouais, puis les variables d'environnement, tout ça. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Il parle aussi de la partie orchestration des jobs. Mm. Donc derrière ça, il parle aussi de Makefile, de cron. Des Makefile, ça m'est déjà arrivé d'en utiliser, mais pas beaucoup. Ça fait gagner du temps. Ouais. Mais ouais, pour déployer, oui. Ouais. Le cron, bah, c'est clairement pour dire quand est-ce que tu veux exécuter. C'est l'orchestration même. Le cron, c'est la base. C'est la base. Ouais. Ouais, c'est vraiment la base. Il parle aussi des outils de développement. Donc, il parle des IDE comme par exemple PyCharm. Tu parlais aussi de. Enfin, il n'en a pas parlé, mais c'est pour imager. On parlait aussi de Visual Code Studio. C'est Mm. ce qu'on peut avoir derrière le terme IDE. Il parle aussi de Notebook. C'est vrai que ça, quand je veux traiter par exemple un fichier, un CSV qui a un problème de data quality ou il faut que je fasse quelque chose manuel, ça m'arrive assez régulièrement de lancer un Jupyter Notebook. Je charge le fichier, je le traite en Python, je l'exporte et puis comme ça je l'utilise. Donc Mhm. c'est vrai que les notebooks ça peut être pas mal. Je sais pas si toi tu utilises des notebooks ou Non, pas. moi, notebook, Jamais? pas du tout. Jamais? Moi, Ouais, je trouve non, ça super jamais. pratique. Quand tu attaques quelque chose en Python, mais tu sais que ça va être du one shot, juste à l'arrache, les notebooks, je trouve ça pas mal. Et bien sûr, il parle des langages de programmation pour le data engineer. Il parle de Ouais. SQL, la base aussi. Ouais. Ça, enfin, en data de manière générale déjà. Ouais. Il parle de Python et de YAML. Je pense qu'il a bien résumé les trois. Ouais. Ouais, même si YAML, j'ai du mal à voir le définir comme langage, tu vois. Ah oui, Mais effectivement. C'est plus, on va dire, une syntaxe, moi, c'est plus, une orga. tu vois, du JSON, quoi. Mhm. C'est un fichier déclaratif indenté, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. C'est le fait de. J'imagine que derrière, c'est surtout savoir utiliser un YAML, enfin la syntaxe YAML, ou en tout cas l'organisation YAML, parce qu'il n'y a pas une syntaxe définie. Ouais, Euh, ouais, savoir implémenter du YAML dans ta stack, en fait. ouais, Dans ta config. Ouais. clairement. Parce que par exemple, du Docker Compose, derrière, c'est du YAML. S'il y en a qui utilisent Castra, c'est du YAML. Bien sûr, il y a des mots-clés qui sont spécifiques à chaque fois. Moi, j'ai déjà implémenté un outil qui faisait, dans le cadre de ma mission, qui faisait du web scrapping Mhm. sur des pages web qui faisait en fait l'orchestration des jobs dans l'entreprise. Et j'ai utilisé du YAML Ouais. pour dire alors c'est toutes ces pages-là, tous ces jobs-là que tu dois checker. Je le mettais dans le YAML. Il y Mm. avait des spécifications dans le YAML aussi. Et mon outil Python, il allait lire le YAML pour savoir quoi faire. Dans DBT, il y a du YAML. Dans DBT, il y a du YAML. Ouais. Ouais. Non, mais après, pour toute la déclaration de configuration, en fait, Mhm. c'est vachement pratique. Ouais, clairement. Mais en fait, si on vous dit il faut apprendre à manipuler de la donnée avec un langage, Mhm. bah, vous n'allez pas faire ça avec YAML. Tu vois ce que je veux C'est pas, dire? c'est clairement pas le plus adapté. Même si j'avais déjà entendu parler de chez certains clients euh, qu'ils faisaient la mise en place des pipelines, même au niveau de la gestion des données, ce que tu fais avec tes données, dans du YAML. Ah Il y avait ouais, des data engineers qui ne touchaient pas juste à des 100% de script SQL ou Python, ils passaient que par du YAML. d'accord. Donc j'imagine que dedans, il y a des bouts de code. Bon, en tout cas, il n'est J'imagine. pas du tout versatile. Parce que, tu vois, par exemple, si vous apprenez à fond le Python, après, vous pouvez créer des API, même faire de la clean archi avec du Python. C'est clair. Parce que il est très versatile, ce langage. Mhm. Et il évolue aussi très bien. YAML, c'est quand même plus resserré les cas d'usage. Mhm. Mais il fait très bien ce qu'on lui demande. C'est surtout pour de la configuration. C'est Même s'il y ça. a des cas d'usage qui débordent un peu, mais ouais. Ouais, c'est ça. Il parle aussi d'avoir des compétences dans le contrôle de version avec Git. Ouais. Euh, c'est la base aussi. Même si je ne l'ai pas toujours vu dans certaines entreprises, il n'y a pas toujours du versionning dans ce que tu fais, où tu stockes juste, mais genre tu pushes sur la master. Tu pushes que sur la master. Ça m'est déjà arrivé.
Ok. Là, Il dans ma mission actuelle, non, il y a du versionning, tout est bien, il y a différents environnements. n'y a même pas une branche de release avant la master? Non, je me souviens qu'il n'y en avait même pas. Ah ouais? Ouais, Ok. c'était chaud. Euh, Bah voilà, globalement, bon, l'article est plus étoffé, hein, bien sûr, je vous invite à aller lire l'article, mais globalement, c'est ce dont il parlait. Le fait de pouvoir être à l'aise sur de l'Unix, du Docker, le fait d'être à l'aise sur du cron, du Makefile, des IDE, des notebooks, SQL, Python, YAML, du Git. En gros, c'est les outils dont on a besoin en tant que data ingénieur. Toi, Ouais, tu puis vois d'autres choses pour compléter ou pas? Je trouve qu'il résumait bien. Non, pas forcément. Je pense que des bonnes notions en réseau, ça peut être pas mal. Ok, Moi, les situations où j'ai été le plus bloqué par de la méconnaissance de ma part, c'est sur le côté réseau. ok. Network, ouais. Mais sinon, ouais, les 20% que vous allez apprendre en Python, Docker, SQL, Git, Mhm. ça va vous débloquer sur les 80% de ce qu'il y a à faire en data eng. Clairement. Ouais. Bon, en tout cas, en termes d'outils, ça permet de s'adapter. Après, il y a toute la partie connaissance théorique, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, oui, sur tu veux dire la connaissance théorique de la data, Ouais, ACID, ouais, les différents idem modèles de données, company, format. ouais, ouais, bien sûr, tout ça. Et du coup, il y avait un deuxième article intéressant de, j'ai pas noté aussi son nom, de C'est Antoine Lefebvre, Antoine Lefebvre, ouais. Donc, c'est ça. qui bosse chez Blablacar. Ouais. Et bah, il explique, en fait, ça va faire un peu suite à la toolbox, toolkit du data eng, où lui, il va exposer bah, ce qu'ils utilisent chez Blablacar. Ouais. Donc sur tout ce qui va être sur la partie ingestion, bah, ils vont avoir donc ils sont sur une stack Google Cloud Mhm. principalement. Donc ils vont avoir du Dataflow, ils utilisent Python et Java comme langage. En storage, ben, à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont utiliser en storage? Le Bah, sacro-saint. du GCS. Ah, Ouais, du BigQuery, ouais, tu voulais BigQuery dire? Ah, ok. pour le dataware. Mhm. Et effectivement, GCS, Google Cloud Storage, pour toute la partie fichier. Mhm. Euh, ils utilisent aussi un peu de Bigtable, donc pour les cas d'usage plutôt de transactionnel à grande fréquence. Mhm. Sur la partie exposition de données, donc tout ce qui est data vis, ils vont utiliser Looker Studio, Superset et Tableau. Ah, c'est quand même assez varié hein, ce qu'ils utilisent en Ouais, j'étais database. un peu étonné qu'ils utilisent trois outils, Mhm. mais à voir pourquoi il y a peut-être aussi une migration Mhm. ou un POC qui a fait naître une, bah, une meilleure option. Mhm. Sur la data transformation, ben, l'outil dont on parle souvent, mais parce qu'il est présent dans beaucoup d'entreprises, DBT. Mhm. Et sur la partie orchestration, ils sont sur un Airflow via Cloud Composer, donc Ouais, le Airflow Manager Google. ouais. Ils utilisent Monte Carlo, dont on a beaucoup repris des articles Mhm. sur la partie, donc c'est leur outil de data test et data observability. Ouais, c'est ça, c'est pour la partie monitoring un peu des C'est ça, pipelines. Mhm. de la vie de la donnée, on va dire. Ouais. Et le cataloging, ça va être Datadog. Mhm. Donc voilà, j'ai fait le tour de leur archi, qui est du coup une archi ELT, Extract, Load, Transform, Ouais. qui est la plus commune hein, aujourd'hui dans le monde de la data. Mhm. Donc
voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur leur tech, qui est, je pense, bien pensé, assez, et du coup assez répandu pour ne pas avoir quelque chose de trop original. Ouais, euh, En termes, parce que le fait d'avoir une stack, je dirais, assez classique, ouais. ça va être facile de recruter, de monter en compétences réduite, Mhm. quand la durée de montée en compétences est réduite pour les collaborateurs, et une vélocité des développements qui va être améliorée, parce que vous allez avoir des outils qui vont bien coller à votre archi Mhm. et au cas d'usage. Ouais, clairement, pour moi, les outils et l'archi, ça me parle bien. Juste là, la partie BI où je trouve qu'ils ont pas mal d'outils. Mhm. Sinon, le reste, ça paraît du classique, même s'il y a des outils quand même que je connais pas. Par exemple, dans la gestion, il y a PopSync, il y a Rivery ou Rivery. Ouais. Ça, je connais pas. Ouais, je suis pas. C'est pas des outils qui sont communs. Mhm. Même si j'ai déjà entendu Rivalry, mais je saurais plus exactement expliquer le quoi du comment. Mhm. Après, il y a la partie reverse ETL. Moi qui m'intéresse, surtout, ils ont mis Google Sheets dessus, ils ont mis du Redis, et je me demande c'est quoi le cas d'usage en reverse ETL dessus. C'est le fait qu'ils renvoient la donnée dans du cache Redis pour être utilisé dans une appli. Enfin, je me pose la question, pareil pour Google Sheet, est-ce que c'est le Google Sheet qui est branché directement sur des tables BigQuery pour afficher de la donnée? Je me Bah, tu vois, pose la question. son paragraphe sur le Reversitel, il est assez court. Mhm, Bon, il dit qu'il utilise Dataflow pour copier de la donnée depuis BigQuery mhm, sur d'autres outils. Donc, je pense qu'il insère de la donnée dans BigQuery, qu'il y a des traitements de fait, mhm. qu'il les réinsère, mais où? Après, il fait de la Euh, partage de données. Après, il je fait sais de que la Google Sheet. réalimentation enrichie, en fait. Ouais, 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 bien sûr. Mais je sais pas où, en fait. Ouais, peut-être c'est Google Sheet qui est branché Alors, directement à la dans table. ton CRM, ouais. Tu vois. Mais c'est pas clairement. En tout cas, dans le cas d'usage métier, fonctionnel, Mhm. c'est pas très explicite. C'est très technique. Ouais. Il parle de. Ouais, il partage via GCS ou Google Sheet. Il envoie Mhm. sur des SFTP. Ouais. Bon, après, c'est vrai que les Google Sheets, ça peut être pratique, hein. Je sais pas si tu en utilises, toi, dans ta mission. Je l'utilise tout le temps. Non, mais Après, vraiment en termes de. Est-ce que, par exemple, tu as des fichiers euh, qui servent à faire des tables de dimensions, par exemple? Moi, ça des m'arrive, tables Ah, de dimensions. Par exemple, alors. tu vois, imaginons un cas d'usage, tu as une équipe qui a des codes Mhm. produits Mhm. ou des codes fournisseurs, ou tu vois, avec la liste de fournisseurs. T'as pas forcément le temps ou l'argent, entre guillemets, parce que ça coûte de l'argent de payer un développeur à développer un outil comme ça. Ouais. Mais t'as pas forcément du coup le temps ou l'argent de développer un petit outil avec une base de données et une interface graphique pour que le métier en question saisisse ces données. Mhm. Donc tu vas aller à la simplicité et utiliser une interface via Google Sheet. Tu vas juste sécuriser les colonnes de Google Sheet pour que l'utilisateur puisse pas créer de nouvelles colonnes, etc., pour pas casser ton schéma Mhm. côté back-end, donc les schémas de tes tables. Et il va pouvoir remplir son Google Sheet, ses codes produits, ses codes fournisseurs, dans ce Google Sheet-là qui va être branché à ton BigQuery, par exemple. Mhm. Et comme ça va t'éviter de devoir charger des fichiers à la main, etc. Effectivement, on a de très très rares cas d'usage comme ça, mais on en a. J'ai déjà bossé là-dessus, Mm. où c'est effectivement le métier qui remplit le Google Sheet, où, comme tu le disais, il y a les colonnes qui sont sécurisées, et on utilise après Google Apps Script. Donc, ça veut dire qu'on matérialise un bouton dans l'interface, Ouais. et derrière, quand il clique dessus, l'utilisateur, il y a une vérification des données dans chaque colonne. Et une fois que c'est validé,
il y a des actions qui vont se déclencher sur BigQuery d'historisation de la donnée. Ouais. Parce que Ok. tu C'est branches une bien table fait. directement sur ton Google Sheet, donc c'est alimenté Mhm. en temps réel, sauf que Mhm. tu n'as pas d'historisation dessus. Ça représente vraiment ce que tu as vraiment dans le Google Sheet. C'est à l'instant T. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais là, avec le bouton, le but, c'est de faire une photo dans une autre table. Pour dire à chaque fois qu'il valide la donnée, il y a une autre photo qui se fait en incrémental dans une autre table. D'accord. Ok. Ouais, donc t'as quand même le versionning de ta table en question, quoi. C'est ça. Ok. Et pour finir sur cet article, j'avais noté aussi que chez Blablacar, il y avait les évolutions récentes, c'était la CI/CD avec le versionning SQL. Ouais. Tu vois, je te disais, il y a certaines entreprises qui font pas de versionning, bah, du coup, ils en faisaient pas il y a quelques temps. Ouais. Vu que c'est une évolution récente, pareil, la CI/CD, c'est pas quelque chose que j'ai vu partout non plus. Même si en général, quand tu commences à faire du versionning SQL, il y a souvent de la CI/CD qui intervient derrière. Et il parle aussi des prochaines étapes avec le monitoring et la réduction des données ingérées. Donc la réduction des données ingérées, moi, c'était une question que je me posais. Est-ce qu'ils vont... Enfin, je ne vois pas comment ils veulent diminuer les données ingérées. Est-ce que c'est parce qu'ils traitent trop de données à la fois et donc dans ce cas-là, il faut qu'ils cadrent un peu les données qu'ils ingèrent pour dire bah, j'ai traité la donnée jusqu'à hier, donc ça veut dire que là maintenant ça tourne, je dois reprendre que à partir d'aujourd'hui pour traiter la donnée. Peut-être Ouais. qu'avant ils n'avaient pas de borne comme ça. Je me pose la question. Mais en Surtout fait, avec du Kafka, bah, je vois pas. pour moi, dans la diminution des données ingérées, t'as, je pense que tu as deux versants. Mhm. Tu as le versant plutôt technique. Tu dis, bah, aujourd'hui, on a plein de tables qui sont ingérées en full. Ouais. Parce que soit à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de données et que bah, avec le temps, ça a fortement augmenté et qu'il faudrait le passer en delta. Euh, Peut-être le stockage aussi dans GCS, Mhm. où c'était en CSV, puis qu'ils veulent le passer dans un format optimisé, binaire type Avro ou Protobuf. Ok. Donc derrière ça, plutôt de la volumétrie. Ouais. Ok. Euh, Sinon, il y a la version fonctionnelle. Peut-être qu'il faut challenger le besoin et se dire est-ce qu'on a forcément besoin de cette donnée ou pas. Ouais. On avait déjà traité un article sur le critère SMART de la donnée, Mhm. où en fait il faut rationaliser l'ingestion et l'utilisation de la donnée. Donc voilà, ça peut être ces deux versants-là. Ok. Très bien. Bien, merci beaucoup, Axel. Je t'en prie. Encore une fois, ça m'a fait plaisir de retrouver le podcast. Moi aussi. Merci à tous pour votre écoute. Pour rappel, donc le podcast est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Si vous souhaitez approfondir certaines connaissances autour des articles que l'on a pu aborder, vous pouvez mettre en commentaire. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié le podcast, de mettre aussi une bonne notation pour qu'on puisse ressortir dans les algorithmes. Et donc, Axel, on se dit à un prochain épisode. Ça marche. À bientôt du coup. À bientôt. Salut. Salut.